messieurs. Et maintenant, nous allons écouter monsieur Émeric Ledeuil. Et il va nous parler de Philippe Boucher et Saint-Amand-Bazar et l'utilisation politique des organisations rituelles en France en 1820. 1820-1830. Oui, voilà. À vous. Alors je vais vous parler de Philippe Boucher et Saint-Amand-Bazar. C'est un peu l'histoire de deux amis au parcours parallèle que je vais vous raconter. Pour ceux qui ne connaîtraient pas bien les deux protagonistes, Philippe Boucher est né en 1793, il est médecin, mais il est surtout connu pour sa très brève carrière politique. Après la Révolution de 1848, Garnier-Pagès l'a choisi comme maire adjoint de Paris. Il s'est occupé activement de la garde nationale et puis il a mis sur pied toute une série d'ateliers nationaux. Il a été élu représentant de la Seine et du coup, il a été porté à la présidence de l'Assemblée constituante qui devait donc établir une nouvelle constitution. Mais il y a eu quelques troubles dans la semaine qui a suivi son élection et il ne les a pas extrêmement bien gérés. On lui a reproché d'avoir un peu rien fait parce qu'il était tenant un peu des deux côtés, à la fois pour l'ordre et à la fois pour les révolutionnaires. Et donc il n'a pas été réélu aux élections législatives de mai 49 et puis c'en est fini de son œuvre politique. Mais il a marqué un peu l'histoire par une œuvre de sociologie chrétienne. Il est un peu l'initiateur d'un mouvement social chrétien qui va développer toute une part de la sociologie et qui va revendiquer une certaine forme d'associationnisme. De l'autre côté, nous avons son ami Saint-Amand-Bazar, qui lui est un peu plus âgé, il est né en 1791, mais il est mort beaucoup plus jeune, il est mort en 1832, donc on ne sait pas ce qu'il aurait fait après la révolution de 1848, mais il finira père suprême du saint-simonisme aux côtés d'Enfantin, lequel transformera peu à peu le mouvement en secte. Ils se rencontrent tous les deux au bureau de l'octroi de la préfecture de la Seine, où ils ont un emploi de commis pour payer leurs études, car ils sont étudiants. Et ensemble, ils vont incarner les fers de lance de l'agitation politique libérale et républicaine. Ils vont créer successivement la loge des Amis de la Vérité, la Charbonnerie française, et puis, d'une certaine manière, le Saint-Simonisme. Ces trois mouvements, ils vont les faire pour des visées au départ politiques libérales. Et c'est un exemple peut-être, puisqu'on dit en France que la franc-maçonnerie a vécu une sorte un moment au XIXe siècle où elle a abandonné ses visées spirituelles et peu à peu, et symboliques, et les a peu à peu remplacées par des visées politiques. Ici, on voit un petit peu l'inverse, en fait, puisque nous avons deux amis qui ont un engagement politique fort et qui cherchent à faire accueillir cet engagement politique ou à accompagner cet engagement politique en créant ou en recourant à des structures empruntées donc, à la maçonnerie, à la charbonnerie italienne, qu'ils vont copier et avec lesquelles ils vont essayer d'avoir des liens pour s'y intégrer, alors qu'au départ, en fait, ils n'étaient pas maçons, pas charbonniers, et que le saint-simonisme n'existait pas, pour ainsi dire. Donc c'est ça que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui, mais c'est aussi l'histoire d'une amitié de 10 ans entre nos deux personnages. Alors d'abord, je vais vous parler un petit peu de la loge des Amis de la Vérité, puis donc de la création de la Charbonnerie, quand la loge paraîtra insuffisante, et puis du Saint-Simonisme. Le parcours de Bûcher, pour commencer par une petite citation, est résumé par un de ses disciples qui s'appelle Auguste Hoth dans une notice biographique que je vais vous lire, enfin à la fin. Avec les Bourbons était revenue l'agitation politique et le mouvement des idées. Toutes les traditions de famille poussaient Bûcher dans l'opposition et il s'y lança avec toute l'ardeur de son caractère. Nous savons qu'il se lia intimement avec Bazar, qui était employé comme lui, que dès ce moment il se préoccupait vivement des idées générales. Il avait fondé avec Bazar et quelques amis une réunion qui siégeait rue des Quatre Vents sous le titre juvénile de Société diablement philosophique, qu'il était très hostile aux Bourbons, mais ne sympathisait nullement avec les bonapartistes, que dans un but purement politique, il entra dans la franc-maçonnerie et arriva bientôt au plus haut degré de la hiérarchie maçonnique. Enfin, que ne voulant pas recevoir de traitement d'un gouvernement contre lequel il conspirait, il se démit de sa place à l'octroi de Paris et résolut, malgré le peu de ressources dont il disposait, d'étudier la médecine. Et donc, 4 amis qui participent à cette société diablement philosophique dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que c'est une association d'étudiants qui discutent
et qui lit quelques philosophes, quelques idéologues et qui réfléchit à ce qu'il pourrait faire pour la société. Donc 4 amis, Bazard, Bûcher, Joubert, qui sera le beau-frère de Bazard puisqu'il va épouser sa sœur, et enfin dans l'autre sens puisque Bazard va épouser sa sœur, et puis Flottard, qui sont tous les 4 commis à l'octroi, vont se dire que finalement cette association, la Société diablement philosophique, ne permet pas suffisamment d'avoir d'action sur la société, et vont se dire que peut-être ce ne serait pas une mauvaise idée de faire une loge maçonnique. Probablement une des étincelles qui va produire cette idée, c'est lors des manifestations de juin 1820, un jeune étudiant du nom de Lallemand va être tué par un garde national, et ça va avoir une grosse retombée dans le mouvement estudiantin de l'époque. Et d'ailleurs, le premier nom choisi pour la loge, ou envisagé pour la loge qui s'appellera les Amis de la Vérité, c'était les Vengeurs de l'Allemand. Donc on voit déjà dès le départ une volonté clairement affichée d'une action politique, venger cet étudiant tué par les gardes nationaux. Puis finalement, on va prendre un nom plus marqué philosophiquement, je dirais, qui s'appelle les Amis de la Vérité. C'est le nom qui rappelle pour certains peut-être le cercle social qui a été créé en 1790, qui était le principal club révolutionnaire girondin, et il est très probable que ce soit fait exprès. D'ailleurs, la loge a plus un fonctionnement de club que de loge. Alors, elle ne recrute que des étudiants, d'abord en médecine, en droit, selon l'idée de Bûcher. Et Flottard, qui raconte beaucoup de choses sur cette loge, va écrire ceci. À cette première idée qui ne venait pas de lui, Bazard, leur doyen d'âge, ajouta celle de rallier aux étudiants proprement dit cette masse bien plus considérable de jeunes hommes qui, de tous les partis de la France, viennent à Paris se former aux habitudes commerciales. Les élèves du commerce, disait Bazard, vivent plus isolément encore que les étudiants. La nature même de leurs occupations doit tendre à affaiblir plus promptement en eux leurs inspirations juvéniles du patriotisme. Les mettre en contact avec les étudiants, ce serait leur faire naître le désir de cultiver davantage leur intelligence et les dérober à l'influence de l'égoïsme mercantile dont leur patron ne leur donne que trop l'exemple et le précepte. Telles furent les idées qui présidèrent à la création de la loge des Amis de la Vérité, sorte de séminaire patriotique où les 4 commis résolurent de convier la jeunesse parisienne. 3 étaient francs-maçons de bonne aloi, c'est-à-dire qu'ils avaient reçu la lumière au milieu des niaiseries sacramentelles prescrites par le Grand Orient. Le 4e, c'est-à-dire Flottard lui-même, devint leur frère avec un peu moins de cérémonie. Le recrutement est rapide dans les différentes associations d'étudiants qui existent déjà. Flottard ajoute que ce recrutement se fait d'une manière, il faut l'avouer, peu orthodoxe et raisonnablement contraire aux us et coutumes de la grande famille de Maître Hiram. Cette colonie naissante fut pendant un mois exercée aux pratiques du cérémonial maçonnique et mise en état de figurer sans trop de gaucherie parmi les plus scrupuleux observateurs du rite écossais, car la loge est au rite écossais, enfin n'y accepté. En moins d'1 an, cette loge se composa de plus de 1000 membres. Aux pratiques surannées et depuis longtemps insignifiantes des épreuves mystico-morales, elle substitua des examens et des discussions où chaque néophyte put s'éclairer sur ses droits et ses devoirs civiques. Alors la loge tient ses réunions chez le prêtre, avec d'autres loges de différentes obédiences, surtout du Grand Orient. Bientôt, puisqu'elle est entourée d'autres loges, elle pourra demander à 4 membres de suivre ces réunions, ce qui lui permettra d'être 7, et donc de demander au Grand Orient la possibilité de recevoir une patente et d'être accueilli au sein du Grand Orient. On sait aussi que Bûcher, peu de temps après avoir reçu son diplôme de maître à la loge des Amis de la Vérité, il était peut-être maçon avant, mais en tout cas il a un diplôme de maître aux Amis de la Vérité. Peu de temps après, il aura un diplôme de Rose-Croix par les Amis de Vesta qui se réunit au même endroit chez le prêtre, mais on n'est pas du tout certain qu'il ait fréquenté ce chapitre. Dans plusieurs rapports qu'on lit de la loge des Amis de la Vérité, on voit quelques inquiétudes parce que le Géo parfois s'inquiète, fait des enquêtes pour savoir qu'il n'y a pas une loge un peu irrégulière qui ferait un peu n'importe quoi chez le prêtre. Et donc, dans certaines fois, on a envie d'essayer de régulariser la situation. Et on n'envoie pas au Géo les rapports complets, ni le nom de toutes les personnes présentes dans cette loge. Le premier vénérable, ce sera Bazard. Et puis, à partir de 1823, ce sera son copain Bûcher.
Des commissions sont chargées de recherche philosophique et puis ensuite sont débattues en loge. En 1823, Bûcher va diriger, puisqu'il est vénérable titulaire, la commission chargée de la déclaration des principes de la morale maçonnique de la loge, dont Flottard dit « Les amis de la vérité s'imburent de ces principes et les répandirent au dehors. Ils eurent une doctrine commune élaborée par eux-mêmes, devenue en quelque sorte leur évangile moral et politique. » Quels sont les rituels qu'ils pratiquent? Ils pratiquent globalement les rituels du géo, qui à ce moment-là sont un rituel d'ouverture et de fermeture à peu près classique. En revanche, pour les initiations, ils initient en masse, comme ils disent, c'est-à-dire jusqu'à 20 candidats à la fois. Leur règlement intérieur, qu'ils ont élaboré petit à petit et qui est publié en 1823, parle d'épreuves morales et d'épreuves physiques, et il précise « À chaque réception, il est réservé un seul profane aux épreuves physiques, à moins que la loge ne décide qu'il n'y en aura point. » Par exemple, dans les rapports faits au préfet à l'époque, le 15 février 1820, 7 candidats se trouvent dans la salle de réflexion et demandent à être reçus maçons. Introduits dans le temple, plusieurs questions sur la morale leur sont adressées, puis il est résolu qu'il sera procédé à leur réception. Ils sont en conséquence introduits de nouveau dans le temple. Ils sont placés entre les deux colonnes où le vénérable leur donne la grande lumière et les proclame membres de cet atelier au grade d'apprenti. Les questions qui sont à la base de ce passage sous le bandeau, sans bandeau, qui constituent les épreuves morales, sont les questions traditionnelles du cabinet de réflexion. Qu'est-ce que l'homme doit à Dieu, à lui-même, à ses semblables, à la patrie? Voilà. Le 22 juillet 1820, en revanche, par exemple, Paul Curie, étudiant en médecine, est initié après avoir supporté avec courage et fermeté les épreuves auxquelles il a été soumis. Il a fait 3 voyages mystérieux et symboliques. Donc, visiblement, on pratique un peu aussi de temps en temps les épreuves, puisque le 12 août 1820, le frère Maintenant propose qu'il n'y ait jamais plus d'un candidat à la fois dans le temple, car autrement chaque profane peut se baser sur les réponses des autres, parce qu'au début, visiblement, il les faisait passer 20 par 20. Un frère qui ne s'est pas nommé demande que tant que la loge recevra en masse, les profanes désignés pour les épreuves physiques les subissent au commencement de la tenue, attendu que le défaut de temps n'a pas permis jusqu'à présent de les faire complètement. On a un rapport d'un préfet de police en octobre 1822 qui dit « Il est à remarquer que la loge Les Amis de la Vérité ne fait point subir d'épreuves physiques à ses récipiendaires. C'est, disent ses membres, trop matériel. Les épreuves morales doivent l'emporter. » De toute façon, le but du rituel est essentiellement de faire un filtre, notamment de ne pas laisser entrer des gens qui pourraient ne pas partager les idées qui se débattent dans cette loge. Un rapport du préfet de police du 13 octobre 1822 fait remarquer qu'il a eu beaucoup de mal à infiltrer un agent dans la loge. Ce n'est pas sans quelques difficultés que mon agent a pénétré dans la loge des Amis de la Vérité, qui est sous la puissance du Grand Orient de France, ce qui ne laissait pas de me donner des inquiétudes. Avant d'assister à une séance de cette société, les frères visiteurs sont soumis à un examen bien rigoureux. Leurs diplômes ou brefs sont présentés au vénérable, qui demande également leur signature pour établir une confrontation. Après une infinité de questions qui leur sont faites sur le rite auquel ils appartiennent, ils sont encore obligés de répéter le mot de semestre. L'oubli de cette condition suffit pour faire rejeter le visiteur de la société. Alors, j'ai parlé maintenant un peu des actions de cette loge, de ce qu'il fomente. Dans les années 1820, Bazard écrit de plus en plus dans un journal qui prend un tour révolutionnaire, c'est l'Aristarque français. Il y fait une déclaration de guerre contre les Bourbons, je cite la fin d'un de ses articles. L'intérêt, comme aussi le plus sacré des devoirs d'un peuple, est de résister de toutes ses forces aux coups d'État, aux manœuvres par lesquelles les passions des gouvernements tendraient au même but. Tous les efforts que fait un peuple pour reconquérir la Constitution, que la violence ou les intrigues lui ont arraché, sont légitimes, écrit-il le 14 mars 1820. Ce journal est accusé, quand Bazard se met à écrire dedans, de diffuser des appels à la révolte et peut-être aussi de diffuser, parce que vous savez, dans ces années 1820 en France, il y a l'impression qu'il y a des sociétés secrètes partout et qu'il y a des complots partout. Et on reproche à l'Aristarque français de diffuser de manière codée des instructions qui permettraient de donner des instructions aux gens disséminés à travers les diverses sociétés secrètes. Tout particulièrement, il y a une série de publicités pour un magasin qui vient d'ouvrir rue Cadet, qui s'appelle le Bazar français. Or, c'est la couverture de comploteurs, d'officiers, de demi-soldes en lien avec Lafayette et qui ont suffisamment de complicité dans l'armée pour prévoir un soulèvement.
Ils vont s'appuyer sur un recrutement massif d'étudiants pour servir de main-d'œuvre. Le journal, mais aussi la loge Les Amis de la Vérité, vont servir de relais à travers la personne donc, de Joubert et de Charles Baillet. Une insurrection est prévue pour la nuit du 10 août. Puis finalement, elle sera reportée entre le 19 et le 20 août. Ça s'appelle le complot du bazar français. C'est raconté par Flottard dans un texte qui s'appelle Une nuit d'étudiants. Il était 7 heures du soir. La loge des Amis de la Vérité devait se réunir à son local ordinaire rue Saint-Honoré, numéro 219 bis. 6 des nôtres s'y rendirent avec ordre de dire à chaque arrivant « La loge n'a point de séance ce soir. Rends-toi sur le champ chez un tel, telle rue, tel numéro. Qui ferai-je ? On te le dira. Va vite et ne parle à personne en chemin. » Ils sont près de 600 à y aller, avec notamment les volontaires de la loge sœur qui s'appelle les Amis de l'Armorique, qui est composée uniquement de jeunes bretons, mais qui est la loge mixte. Si vous êtes breton, vous allez aux Amis de l'Armorique. Si vous n'êtes pas breton, vous allez aux Amis de la Vérité. Sans doute que les bretons n'aiment pas la vérité. Donc ce jour-là, le plus vieux de nous avait 26 ans. C'était bazar, dit-on. Donc l'insurrection est prévue à minuit. Le signe, c'est une serge de laine rouge en signe de ralliement, mise à de manière un peu différente suivant son grade, suivant si on est militaire ou pas. Nous entrons cette nuit à Vincennes. Des officiers de la garde royale sont des nôtres. C'est à nous que l'on confie la garde de la famille royale prisonnière. Aux étudiants, donc. Il n'y a pas que les étudiants. L'attente est longue. Elle est décrite de manière assez amusante par Flottard. À un moment, faisant former le cercle, il donnait le mot d'ordre à l'oreille du sergent placé à sa droite, attendait que ce mot, circulant dans toutes les squads rangées en cercle, lui revint à l'oreille gauche et disait gravement « Le mot est juste. Au revoir, messieurs. Le sergent sait où vous conduire. Quand l'heure sera venue, silence et patience d'ici là. » Donc, 600 étudiants patientent. Et le grand moment arrive. À 11h30, notre capitaine Bazard arrive au quartier général. Il y monte sans mot dire. Tous croient touchés au moment de combattre. Les cœurs palpitent de joie. Les cœurs de 20 ans. Combattre. Pas pour cette nuit, enfant. Le capitaine s'enferme avec les officiers dans la mansarde. On parle à voix basse et rapidement, rien n'est décidé au conseil des chefs. Bazard n'a pas pu arriver jusqu'à eux. On a faussé les promesses qu'on nous a constamment faites d'admettre l'un des nôtres à ce conseil lorsqu'il sera sérieusement question d'agir. Et du coup, il ne se passe rien. Et les étudiants ne sont pas vraiment prévenus de comment le complot a abandonné. Cela dit, Joubert et Duguier, parce que le complot a été découvert, donc Joubert et Duguier qui sont de la loge Les Amis de la Vérité, sont dénoncés par diverses personnes comme ayant organisé le recrutement des étudiants. Et du coup, ils doivent s'enfuir. Ils s'enfuient à Naples pour prêter leur concours à la Révolution. Et du coup, à Naples, eh bien, ils sont... Alors, des rumeurs diraient que c'est peut-être Buonarroti qui a organisé leur exfiltration vers Naples. Et donc, du coup, ils sont affiliés là-bas à la société secrète qui enveloppait alors l'Italie, comme on dit, c'est-à-dire la charbonnerie. Duguier en revient le premier avec les règlements et les ornements charbonniques. Et il se réunit ensuite avec Bazard, Bûcher, Flottard, Quérol aîné, Sigaud, Guinard, Corcel-Fils, Sautelet et Rouen aîné pour fonder en 1829 la charbonnerie française. Donc, deuxième partie, la charbonnerie française. Alors d'abord, il s'agit de traduire les statuts Carbonari rapportés par Duguier. On a un Italien qui s'appelle Limperani qui va aider à traduire. Puis ensuite, une fois qu'ils sont traduits, on fait une commission pour les adapter à la situation politique française. Ce sont des membres de la loge des Amis de la Vérité, hein, bien sûr, Bazard, Bûcher, Flottard, qui se réunissent chez Bûcher pour étudier ces rituels. En fait, ce serait sans doute le conseil administratif de la loge des Amis de la Vérité, qui est constitué de quelques membres en plus, qui s'occupent de cette affaire. Mais on n'a pas les textes qui ont été écrits, mais on a quand même plusieurs textes et documents de la charbonnerie française un petit peu postérieurs. Et on voit bien ce qui se passe. La charbonnerie française va se laïciser complètement et réduire ses rituels à presque rien jusqu'à ce qu'à terme, il suffise de prêter un serment et pour recevoir un mot secret qui servira dans les conspirations. Cela dit, on a un texte donc, qui est conservé aux Archives nationales qui doit être assez proche de ce qu'a fait Flottard. Isambert, qui l'a étudié, dit que c'est probablement le texte de la commission dans lequel Lafayette aurait rajouté des divers développements politiques et moraux. Ça s'appelle le code de la charbonnerie, mais comme charbonnerie est représentée par une espèce de X, on appelle ça aussi le code de la X. Il a 5 parties, une structure sur la charbonnerie avec des ventes en 3 étages, dont on ne sait pas si elle a été respectée ou pas. Un rituel d'ouverture et de fermeture par question-réponse qui est très proche de celui de la maçonnerie. On demande quelle heure il est, on vérifie que c'est couvert, dans l'autre sens, on vérifie que c'est couvert, on vérifie que c'est l'heure d'ouvrir. Et puis
et puis on fait circuler un mot. Une explication de tableau symbolique, là où les symboles n'ont rien à voir avec ceux de la maçonnerie, mais on ne sait pas s'ils ont été pratiqués, un catéchisme, et puis une technique pour chiffrer sa correspondance. Une note indique « On a supprimé les explications du soleil, de l'eau, du sel, de la croix, des feuilles, de la terre et de la couronne d'épines. » Ce sont les symboles principaux de la charbonnerie italienne, parce que c'était trop religieux. Et ce qui reste va prendre un symbole moral. Par exemple, le tronc d'arbre évoque la rondeur de la terre, où sont épars les bons cousins. Le drap blanc, par exemple, sur lequel on prêtait son serment, n'est plus utilisé, mais il est encore présent dans un tableau, en tout cas dans la description du tableau, et il manifeste simplement la pureté des intentions des charbonniers. On va supprimer, c'est la chose la plus caractéristique, les degrés qui existaient dans la charbonnerie italienne, tout particulièrement, enfin le deuxième, et puis le troisième qui faisait vivre le sacrifice du Christ d'une certaine manière. Et alors, visiblement pas dans les textes que je vais vous lire tout de suite, mais dans le code de la charbonnerie, les mots de reconnaissance, foi, espérance et charité, caractéristiques de la charbonnerie, seront remplacés par des mots plus honnêtes, vertu, honneur et probité. Alors, sur les rituels, on ne sait pas trop s'ils étaient appliqués ou pas, parce que je dis parfois il suffisait de faire un serment, mais Pierre-François Dubois, c'est un disciple de Victor Cousin, raconte qu'il refuse une première fois d'entrer en charbonnerie parce que celui qui le présente, Sautelet, est trop enflammé. Le beau Sautelet, dans toute la naïve enfance de la sombre joie des complots tragiques, prenant tout au sérieux les signes de mystère, les serments sur les poignards à lame bleue et dorée, avec la devise sacrée Fede Speranza Carita, Jouffroy et moi trouvant tout cela jeu puéril, compromission vaine et nous moquant un peu. Toutefois, Augustin Thierry va le pousser à entrer dans une charbonnerie qui ressemble plus à celle de Bazard et Bûcher, qui est une charbonnerie dégagée de toutes ces choses de la naïve enfance. Augustin Thierry me fit des ouvertures, comme on disait en termes d'argot. Il était sérieux, simple, décidé. Il ne parlait de signes et de symboles que comme moyen de reconnaissance et de communication pour échapper à la police. Chez le peintre Schaeffer, donc, il est introduit dans un atelier. Le catéchisme ne fut pas long, cependant on me traça sur la poitrine l'échelle symbolique de la résolution d'être fidèle jusqu'à l'échafaud et d'y monter au besoin. Les mots de passe, le ternaire déjà cité, foi, espérance, charité, les signes et les coups mystérieux au poignet dans les rencontres et les serments de main. On me fit grâce du poignard, je prêtais serment sur mon honneur seulement et aux mains de ceux qui me recevaient. Quelles vont être les actions de cette charbonnerie? Eh bien, la première où vont être impliqués les cadres de la loge Les Amis de la Vérité, c'est le complot de Belfort. La plus connue, évidemment, c'est l'affaire des 4 sergents de La Rochelle. Mais Bazard et Bûcher n'y participent pas vraiment, même si des membres des Amis de la Vérité en font partie. Donc je vais vous raconter le complot de Belfort. Ulysse Trélat raconte... de manière assez... Non, je ne vais pas raconter ce que dit Ulysse, excusez-moi. Et donc, je recommence. Bûcher... non, Bazard, voilà. Bazard prend un rôle important puisqu'il est le chef de la vente suprême et il va... de manière honorifique, demander à son ami Lafayette de prendre le rôle de président de la haute vente à titre honorifique. De son côté, Bûcher est chargé d'une mission de propagande dans l'Est à la fin de 1821. Il va fonder à Mulhouse, avec un certain Koechlin, la première vente d'Alsace. Du coup, une fois que ce sera bien structuré par Bûcher, on se dit qu'on va pouvoir faire une insurrection à Belfort pour la veille de Noël, c'est-à-dire le 24 décembre 1821. Le problème, c'est que Paris va avoir du mal à suivre les officiers et les militaires, et du coup, ça ne va pas bien marcher. Alors, c'est organisé non pas par Bûcher qui a structuré les ventes, mais par Bazard à Paris et par Joubert à Belfort. Voici ce que dit Trélat, je crois. C'est à lui, Bazard, que fut confiée la direction du complot de Belfort. Ce mouvement important échoua, comme on le sait, par l'arrivée tardive du général Lafayette. Le général n'était plus qu'à quelques lieues de Belfort quand le complot fut découvert. Dans cette situation difficile, pressé par le temps et n'ayant pas une minute de réflexion, Bazard n'hésita pas à distinguer et à saisir le meilleur parti. Il pouvait chercher à prévenir les insurgés de la découverte du complot, mais alors il risquait de laisser entrer Lafayette dans la ville. Il pouvait au contraire courir en toute hâte au devant de ce dernier pour lui faire rebrousser chemin. C'est ce qu'il fait. Ensuite, il le ramène à Paris. Par un système de changement de voiture, il va finir par arriver avec, comble de l'héroïsme, une oreille intégralement gelée tellement il faisait froid.
Toutefois, même si ce complot échoue, parce que les officiers ont trop tardé à laisser partir Lafayette, qu'ils ont attendu des rapports supplémentaires, ils ne faisaient pas tout à fait confiance aux gens de province, même si ce complot échoue, le 6 janvier 1822, Blücher est arrêté à Metz. Et donc il va avoir un procès qui va avoir lieu en 1822, en juillet et en août, où il se défendra lui-même et il finira par être acquitté en expliquant qu'il était juste un voyageur de commerce et que c'est pour ça qu'il a parcouru toutes ces villes d'Alsace. Après ce complot qui a échoué, le rôle de Bazard va être un petit peu remis en question et il y aura des dissensions au sein de la franc-maçonnerie, de la charbonnerie. Ils vont essayer de se mettre plus ou moins d'accord. Alors on ne sait pas très bien comment ils se réunissent, mais ils se sont réunis plusieurs fois. Mais visiblement, elle va splitter en fonction de deux personnes, enfin de deux tendances qui pourraient attirer les insurgés, ceux qui sont pour continuer à faire confiance à Lafayette et ceux qui seraient plutôt plus modérés et pour Jacques-Antoine Manuel. Toujours est-il que Bazard et Blücher vont quitter la charbonnerie et peu à peu se dire que ces tentatives désespérées de faire le coup de main et le coup de force ne suffisent pas, qu'il faut d'abord préparer la population, qu'il faut d'abord une action philosophique et peut-être religieuse. Et c'est là où ils vont rencontrer les disciples futurs de Saint-Simon. Saint-Simon meurt, alors Saint-Simon pas le mémorialiste, mais son lointain cousin, meurt le 19 mai 1825. Il avait eu Auguste Comte comme secrétaire, mais le secrétaire préféré, celui qui, dans les bras duquel il meurt en disant maintenant tout est possible, et qui le prend comme un mot d'ordre pour organiser quelque chose et développer sa pensée, c'est Olinde Rodrigue. Et donc il propose à ses amis présents aux obsèques de fonder un journal qui s'appellera Le Producteur, journal philosophique de l'industrie des sciences et des beaux-arts. Les deux fondateurs gérants sont Olinde Rodrigue et quelqu'un qui va transformer petit à petit le mouvement en secte, à savoir Prosper Enfantin. Le premier numéro sort en octobre 1825 et porte pour épigraphe une phrase du maître: « L'âge d'or qu'une aveugle tradition a placé jusqu'ici dans le passé est devant nous. » Le but affiché par le journal est le suivant: il s'agit de développer et de répandre les principes d'une philosophie nouvelle. Cette philosophie, basée sur une nouvelle conception de la nature humaine, reconnaît que la destination de l'espèce sur ce globe est d'exploiter et de modifier à son grand avantage la nature extérieure. Toutefois, on s'aperçoit en publiant des articles dans le Producteur, c'est ainsi que Bazard et Blücher vont prendre une part assez importante dans ce mouvement. On s'aperçoit que la doctrine du maître, quand on la lit dans ses œuvres, la doctrine de Saint-Simon, est assez lacunaire. Et du coup, on décide qu'il faut la compléter. Du coup, on va faire des réunions pour discuter de cette doctrine et compléter les trous de l'œuvre géniale de Saint-Simon. Tous les mercredis, à partir de 1828, nous aurons donc rue Taranne, après l'avoir essayé dans la chambre d'Enfantin, mais comme on a ouvert la réunion, ça débordait un petit peu. Donc rue Taranne, dans une salle plus grande, on aura des expositions de la doctrine. Ça se passe ainsi, donc sur une table en face de l'Assemblée, on trouve le plus souvent Enfantin au milieu, à droite Bazard et à gauche Blücher. C'est Bazard qui parle. La plupart des observateurs, puisqu'il y en a beaucoup de gens qui ont été impressionnés et qui ont raconté, la plupart des observateurs consignent sa manière assez abstraite et très raisonnable de s'exprimer, et le fait qu'il joue en permanence avec une tabatière pour se donner des idées. Dans un coin, Hippolyte Carnot prend des notes, en tout cas au début, et les propos de Bazard sont très souvent repris et développés par Blücher, du moins tant que Blücher assiste aux réunions. Et Blücher, à ces raisonnements abstraits de Bazard et très doctrinaires, y met plus de sentiments et permet à l'Assemblée de mieux s'impliquer dans ce qui est dit. Le tout fait ensuite l'objet de débats collectifs avec les principaux saint-simoniens avant d'être relu, corrigé par Enfantin et imprimé en plusieurs volumes sous le titre « Exposition de la doctrine de Saint-Simon ». Comme ça a été beaucoup recorrigé à plusieurs mains, on ne sait pas vraiment ce qu'a écrit Bazard. 3 axes toutefois: une philosophie de l'histoire très déterministe et tirée de principes lus chez Saint-Simon, la volonté de collectivisation des moyens de la production industrielle et une dimension religieuse comme unique fondement de la politique qui va aller croissant. Dans le Nouveau Christianisme en 1825, d'ailleurs, Saint-Simon avait dit, alors le Nouveau Christianisme c'est le livre que Blücher préfère, que toute religion a pour essence ce principe:
Toutes les institutions sociales doivent avoir pour but l'amélioration du sort moral, intellectuel et physique de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. On propose de sortir des hiérarchies héritées et de la naissance par les capacités de chacun, ce qui sera plus juste. Le mot d'ordre est « à chacun selon ses capacités, à chaque capacité selon ses œuvres ». Peu à peu, on va se structurer en collège. Les membres seront reconnaissables par leurs vêtements bleus. Plus tard, il y aura des degrés, premier degré, deuxième degré et ensuite membres du collège. Et le jour de Noël 1829 sont élus deux pères suprêmes, Rodrigue s'efface et laisse la place à Bazard et à Enfantin. Alors ça devait être à Noël 1829, le jour de la naissance du Christ. Dans la tête d'Enfantin, petit à petit, qui va devenir le chef de la secte, petit à petit, naît l'idée que ces deux pères suprêmes sont le Christ. Et peu à peu, il va devoir remplacer un des deux membres masculins par l'idée de la femme et d'un membre féminin, puisque bien sûr, le nouveau Christ est double, masculin et féminin à la fois, ce qui fait que le nouveau christianisme, en tout cas le saint-simonisme, dépassera les apories du précédent christianisme. Tout ça ne plaît pas beaucoup à Bûcher qui va se retirer et c'est la raison pour laquelle ce ne sera pas le jour de Noël 1829 que la cérémonie de promotion des deux pères suprêmes aura lieu, puisqu'Enfantin essaye de convaincre Bûcher. Chacun incarne une phase de la nouvelle religion, Bazard la raison, Enfantin la passion. Mais il y a une chose qui va se produire, c'est que il va y avoir en 1830 la révolution de Juillet. Et les enfantiniens, en tout cas les saint-simoniens, vont avoir le sentiment d'entrer dans une nouvelle période politique, puisqu'après avoir essayé de préparer les esprits par la doctrine, par ce qu'ils ont appelé l'apostolat par la parole, par des conférences et des journaux qui diffusent la doctrine saint-simonienne, on se demande si les 3 journées qui ont lieu ne seraient pas l'occasion d'une action militaire. Alors je vais vous lire une lettre, le commentaire d'une lettre de Bazard à un de ses disciples qui n'était pas content de ce qui s'était passé. Le commentaire est rédigé par Enfantin qui raconte comment est arrivée leur action en 1830. Bazard demeurait encore rue de la Barouillère numéro 4 et moi rue Monsigny. Malgré la bagarre, Bazard vint chaque jour. Le 29 au matin, il me trouva écrivant la proclamation. Ils ont ensemble écrit une proclamation saint-simonienne qu'ils ont collée sur tous les murs. Elle n'est pas très, très compréhensible. Elle est écrite en termes saint-simoniens. Elle explique en gros que si la révolution aboutit, il faudra que les saint-simoniens prennent le pouvoir pour la mener à son terme. Donc le 29 au matin, il me trouva écrivant la proclamation. Je la finis après en avoir causé avec lui. Je sentais que ce jour s'ouvrait pour nous une vie toute nouvelle et que notre existence politique daterait de cette époque, formant la clôture de notre vue philosophique. Je parlais à Bazard de la démarche que je désirais qu'il fit à l'hôtel de ville. Je ne voulais pas compter pour rien dans une aussi grande circonstance les anciennes relations toutes providentielles de Bazard et de Lafayette. Mais par-dessus tout, je le répète, j'étais désireux de faire une tentative exagérée même, certain que j'étais qu'elle donnerait des prétentions actuelles une idée différente de celle qui s'attachait alors à nos travaux antérieurs et que nos fils surtout y puiseraient une inspiration politique dont ils avaient besoin. Donc Bazard prend rendez-vous avec Lafayette, il va le voir la nuit et comme dit Enfantin, dès qu'il arrive, Lafayette le reçut très bien et lui dit de suite qu'en effet la position était très difficile. Bazard lui parla au bout de quelques instants de la dictature comme seul moyen de mettre au moins momentanément un peu d'ordre dans ce gâchis. Mais l'immuable américain était complètement sourd de cette oreille. Et Bazard vit assez promptement, non seulement dans Lafayette lui-même, mais dans tout son entourage, l'impossibilité de rien faire, qui est le sens commun, avec des hommes aussi étrangers à la conduite des bras et à la politique. Lafayette avait hâte d'en finir. Les premiers mots à Bazard avaient même été « Ma foi, si vous m'aidez à me tirer de là, vous me rendrez un grand service ». Bazard écrit ensuite à Rességuier, puis Bazard, c'est la lettre en question, pour lui expliquer les raisons pour lesquelles il est allé voir Lafayette. Les raisons, je vous les résume, c'est que les
saint-simonien ne croit pas du tout à l'action politique désordonnée telle qu'elle avait lieu dans la Charbonnerie, mais qu'à un moment donné, puisque ça bouge dans la société, puisqu'il y a une révolution, peut-être on aurait besoin d'un homme fort qui momentanément pourrait être emprunté à la Révolution, puisque la doctrine saint-simonienne n'est pas assez encore développée et assez connue. Et donc l'idée était de mettre temporairement Lafayette au pouvoir, parce que lui pouvait le prendre, et ensuite, en sous-main, d'opérer la transition vers le pouvoir saint-simonien et de créer une dictature saint-simonienne. La dictature saint-simonienne étant une dictature douce, puisque le chef incarne à la fois la religion et la politique, mais surtout c'est le plus aimant, c'est celui qui a le plus de capacité, et comme il aime tout le monde, la dictature est parfaite. Et donc, ils écrivent une lettre aux différents disciples qui, eux, étaient déçus, parce que, enfin, je ne veux pas vous lire la lettre, je vais vous la résumer, parce que, en fait, ils sentent bien que les gens qui sont dans le saint-simonisme, qui les ont suivis à ce moment-là, c'est les anciens charbonniers en partie, et qui sont un petit peu déçus de voir que la révolution se passe sans eux et qu'ils n'y participent pas. Et il dit ceci: notre éloignement ne devait donc être ni l'action ni le silence. Nos yeux étaient ouverts et nous avons parlé, nous avons pris position, non au milieu, mais au-dessus des partis, en montrant aux vainqueurs pourquoi la victoire et pourquoi la défaite, en proclamant ce qui manquait à l'une et à l'autre. Nous tous, anciens défenseurs, anciens guides du libéralisme qui venaient de triompher, persuadés à l'avance que parmi les chefs courageux du peuple, dans ces 3 journées, il ne se trouvait que des héros d'un jour, admirables pour un coup de main, impuissants pour un acte social, nous devions toutefois reconnaître positivement si ces jeunes rejetons de l'arbre de la liberté étaient capables de porter des fruits. Nous devions voir si parmi ces braves, Dieu n'aurait pas encore voulu faire naître un de ces hommes capables d'agiter un peuple armé, de lui commander la résistance à toute autre restauration d'un ordre social qui vient d'être renversé, car notre place eût alors été marquée entre les vainqueurs et les vaincus. Mais non, toutes les têtes étaient courbées sous le niveau de l'égalité. Aucune d'elles ne s'élevait ambitieuse. Le peuple n'avait pas de chef. Les bourgeois pouvaient encore dormir en paix. Le mouvement révolutionnaire avait cessé. L'heure du danger n'avait donc pas sonné pour nous. Et nous pouvions nous retirer, car la machine représentative allait reprendre pour quelque temps son mouvement. Un jour viendra donc où le peuple résistant à ses vieux maîtres sera prêt à recevoir directement une organisation saint-simonienne, ou du moins à préparer sous l'influence indirecte de la doctrine cette prochaine organisation. Ce jour viendra d'une part des anciens chefs déconcertés, prêts à quitter la partie, craintifs, sans volonté, incapables d'inventer une rédaction nouvelle des droits imprescriptibles, comme ils les appellent, et de l'autre, le peuple, prêt à abuser, si nous ne paraissons pas alors d'un affranchissement dont il ne connaîtrait pas le but. Par la suite, cette doctrine sera développée par Barrault, qui est le prédicateur en chef du saint-simonisme. Et Barrault explique que pendant la Révolution, pendant les journées de juillet, ils n'ont pas parlé au peuple directement, ils ont continué à parler à des élites parce que l'idée est que ce n'est pas l'organisation, enfin ce n'est pas le désordre qui va primer, il faut arriver par le haut, par un chef. Donc l'ordre, si vous voulez, c'est un petit peu renversé. Et il réclame la liberté de la presse, la liberté d'enseignement, la destruction des monopoles commerciaux, l'abolition de l'article 291 du Code pénal qui interdit de se réunir à plus de 20. Mais s'ils réclament ça, ce qui sont les mots d'ordre libéraux, et ce n'est pas parce qu'ils sont libéraux, c'est parce qu'ils veulent pouvoir organiser, grâce à la liberté de la presse, la direction de la pensée, grâce à la liberté de l'enseignement, la diffusion de la doctrine saint-simonienne, grâce à la destruction des monopoles commerciaux, l'organisation du corps industriel, c'est-à-dire la collectivisation. Et ils se disent que peut-être ils vont réussir à un moment donné, quand le monde sera prêt, à imposer celui que Enfantin appelle le pape de l'humanité, celui qui va réussir à libérer le peuple, mais indépendamment du peuple, dit Barrault, parce que l'action dirigée vers le peuple ne servira à rien, parce que le peuple n'est pas conscient, le peuple n'a pas vraiment de capacité d'action. Ce qu'il faut, c'est un chef aimant, qui va structurer tout ça dans l'imposition d'un ordre. C'est ce qui va peu à peu développer le mouvement sectaire dirigé par Enfantin. Bûcher sera parti parce qu'il est d'accord avec un chef. Hein, il va partir en disant que lui aussi va refonder, avant de devenir catholique, il va refonder une autre société saint-simonienne, concurrente, parce qu'il trouve que la compréhension de la religion qui chez les Saint-Simoniens enfantiniens est développée par un juif, le frère d'Olinde Rodrigue, et n'est pas assez catholique pour lui, est trop panthéiste.
Et d'un autre côté, il trouve que le rôle dévolu à la femme par Enfantin ne lui convient pas du tout. Et donc il va s'en aller ailleurs et refaire un autre saint-simonisme, un vrai saint-simonisme dans les idées de Saint-Simon. Mais malheureusement, l'argent ne va pas tarder à manquer du côté des infantiniens. Et ils vont, après 2 ans de prédication, devoir se retirer à Ménilmontant, à 40, pour organiser une espèce de silence dans lequel leur parole sera peu à peu plus audible pour les oreilles harmoniques. Voilà. Merci beaucoup. Il y a des questions, des commentaires? Oui, je sens. Merci pour cette découverte de ces noms que je ne connaissais pas, cette histoire. Je voudrais savoir si dans tes recherches, tu as pu retrouver à un moment donné si ces hommes ont rencontré Pierre Leroux, ont discuté avec lui, ont échangé. Pierre Leroux, fondateur enfin, ce que tu vas expliquer. Donc. Et ma deuxième question, j'ai 2 questions. Est-ce que tu sais aussi si le rituel des ventes aujourd'hui, réveillé par Régis Blanchet du Grand Orient de France, ces rituels sont proches ou similaires de la charbonnerie de 1820 à 1830? Pour commencer par la deuxième question, je ne sais pas très bien comment ça s'est passé en Italie. Donc autour de Naples, ils se sont inspirés quand ils ont créé la charbonnerie de rituels d'origine française qu'ils ont adaptés à leur situation. Et ensuite, quand on a recréé une deuxième charbonnerie en France, non, elle ne s'inspire pas des rituels de bazar et de bûcher, parce que les rituels de bazar et de bûcher, en fait, ils n'existent pas. Enfin, il n'y a pas vraiment de rituel. Et donc, il y a plutôt la volonté de se réapproprier quelque chose qui passe par les carbonari italiens. Il y a plusieurs degrés. Donc, on n'a pas cette charbonnerie de façon 1830 qui était totalement en 1 degré en France. Après, on ne sait pas très bien, il y a le rôle de Buonarroti en France, on ne sait pas très bien quels étaient les liens entre cette charbonnerie française et la charbonnerie italienne. Il y en avait quand même. Et donc, comment les Italiens géraient, voyaient les rapports entre notre charbonnerie politique en 1 seul degré et puis la leur, qui était plus religieuse, on ne sait pas très bien. En tout cas, moi, je ne sais pas déjà. Pour Pierre Leroux, en revanche, là, on sait très bien. C'est une scène assez jolie. C'est un moment que j'aime assez bien. En fait, Pierre Leroux est saint-simonien au départ, donc il va même aller jusqu'à Ménilmontant dans la retraite. Et à un moment donné, Bazard va se fâcher avec Enfantin pour des questions du statut de la femme essentiellement, pour des questions morales, parce qu'on a reproché aux Saint-Simoniens de faire quelque chose comme la collectivité des biens et des femmes. Bazard va dire qu'il ne faut pas. Il va faire écrire à Enfantin un démenti. Et puis ensuite, la question va se reposer du rôle de la femme. Alors, je ne développe pas pour l'instant, mais ça va produire un clash assez important. Et donc, Bazard va quitter, après Bûcher, qui était déjà parti, va quitter avec perte et fracas, et ça sera le grand schisme saint-simonien, va quitter l'institution. Il va d'ailleurs faire une espèce d'AVC parce que pendant des nuits et des nuits, ils vont débattre du statut de la femme. Ils ne dormiront pas, ils seront super excités. Plusieurs s'évanouissent, sont sortis, on continue à discuter, on n'en dort pas. Et Bazard, il finit pas bien. Donc en 31, il part et puis en 32, il meurt. Et donc dans le côté des bazardiens, il y a Pierre Leroux. Et à un moment donné, il y a une réunion. Alors on finit par faire des réunions restreintes parce qu'il y a tout le monde qui veut assister aux réunions et ça devient ouais, je peux pas le dire, mais ça devient un désordre infini. Et du coup, voilà. Et quelqu'un qui a une grosse importance, c'est Pierre Leroux, effectivement. Et Pierre Leroux dit à un moment, il prend la parole et il dit on n'a pas été convoqué, ça suffit, je veux partir, il y en a marre. Et au lieu de l'écouter,
Et c'est le moment où Enfantin justement va prendre le dessus et on sait qu'il va devenir le chef absolu. Il se tourne vers Pierre Leroux et il dit alors qu'on pensait encore qu'il allait avoir tentative de conciliation, et il dit bon bah voilà, vous voyez Pierre Leroux, bah c'est pour ça qu'il faut qu'on se sépare. Et donc il l'humilie devant tout le monde, et Pierre Leroux s'en va, et après va fonder d'abord sa revue, puis ensuite voilà. Merci bien. Alors moi, j'ai été très intéressé par cette communication parce que pour ce qui est des liens du socialisme utopique et de la franc-maçonnerie, il y a un cas qui est très documenté, c'est pour le fourriérisme. À partir de la fin des années 1830, vers 1840, il y a vraiment une offensive fourriériste avec Victor Considérant, etc. Et on peut très bien repérer des loges fourriéristes et même des revues maçonniques fourriéristes avec cette admirable revue maçonnique de Lyon et du Midi, qui fait une série d'articles sur Saint-Simon, Owen et Fourier, et naturellement leur conclusion c'est que c'est Fourier qui est le mieux. Et donc ça m'a beaucoup intéressé. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de connexions entre le saint-simonisme et la franc-maçonnerie. Alors le seul exemple, je ne sais pas si tu le connais, qui est assez documenté, c'est à Castelnaudary. À Castelnaudary, il y a eu une petite communauté saint-simonienne avec une histoire magnifique et abracadabrante. Ils ont commencé comme jeunes Saint-Simoniens. Certains ont suivi Enfantin qui a été chercher la femme en Orient. Et à la fin du 19e siècle, ils finissent conseiller général radicaux-socialistes du département. Et c'est cette traversée du siècle qui est extraordinaire. J'en cite aussi toujours un. C'est vrai qu'on a l'image de la Troisième République comme quelque chose d'assez austère. On pense au portrait de Littré, qui est quand même pas très enthousiasmant, quelque chose de positiviste. Mais en fait, ces gens ont traversé tout le siècle. Alors, je parlais des gens de Castelnaudary, mais par exemple, Théodore Courmault, qui est dans les cercles fourriéristes dans les années 1840, il finit aussi fondateur du Parti radical en 1901. Donc c'est vraiment ces traversées qui sont extraordinaires. Alors j'avais deux questions. Une première question, quand tu dis le préfet de police, etc., est-ce que ça vient de la série F7 des Archives nationales ? Parce qu'il y a sous la Restauration, la police est absolument partout. Et quand on lit ce livre admirable, elle a dû passer 20 ans à le faire, donc l'inventaire des archives de police entre 1815 et 1830, où la France était encore un pays rural. On a le sentiment d'un pays rural, mais où il y a des complots partout, des sociétés secrètes partout. Et vraiment, il y a un côté onirique et littéraire qui est incroyable quand on voit cette France des sociétés secrètes décrite dans ces archives de police. Donc, a priori, c'est cette série F7 que je cite. Et ma question, c'est, tu as parlé d'Hippolyte Carnot. Alors, même chose, Hippolyte Carnot, il commence dans le saint-simonisme, et il va finir Ratsock, enfin, ou à peu près. Et à un moment, il dit que il est devenu néo-templier, et il y a eu une branche saint-simonienne de l'ordre du Temple de Fabré-Palaprat. Et alors, Hippolyte Carnot, d'ailleurs, dit, quand je suis devenu maçon, parce que pour lui c'était la même chose, je suis devenu maçon, alors on m'a expliqué que les Templiers étaient des hommes de progrès. Enfin, il y a un discours très 19e siècle sur les Templiers, hérétiques, donc laïques, pauvres, donc progressistes, qui est vraiment extraordinaire. Et donc, alors ce qu'il dit, c'est qu'il est resté chez les Templiers pendant 1 an ou 2, puis après il est passé à des choses plus sérieuses. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer sur cette séquence néo-templière du saint-simonisme? Oui, on en parlait avec Samuel il y a quelques jours, mais entre-temps, j'ai oublié, parce que j'ai pas de bonne mémoire. Oui, alors il y a eu une tentative de clash, alors je ne saurais plus les dates, mais qui est assez bien renseignée, contre Fabré-Palaprat. Ça ne va pas durer beaucoup. 23, me dit Samuel. Et effectivement, ils vont signer la tentative, l'instauration des chevaliers du Temple de l'Avenir, ou quelque chose comme ça, ou de Temple Nouveau. Donc on a leur nom qui est renseigné, mais ils ne vont pas réussir à créer réellement un nouveau temple. Et donc pour une grande partie, ils vont s'orienter ensuite presque tous vers le saint-simonisme. Parmi les noms, celui qui attire l'attention des chercheurs en saint-simonisme sur ce groupe-là, c'est qu'il y a un certain Chevalier qui signe. Et donc on se demande si c'est Michel Chevalier, donc le rédacteur important et celui qui va partager la cellule de prison d'Enfantin quand ils seront à Sainte-Pélagie, et qui ensuite va clasher avec lui et sera ministre
sous Napoléon III. Donc on ne sait pas si le chevalier en question, c'est Michel Chevalier, mais il y a une caricature assez connue où on voit les Enfantiniens et leurs origines. Et donc il y a 3 origines. Il y a un religieux plus ou moins agnostique, au milieu des maçons, et puis des Templiers, qui montraient que ces 3 origines étaient considérées comme possibles, en tout cas pour le saint-simonisme. Et pour en revanche le rôle, la relation avec Fourier et le fouriérisme, énormément d'enfantiniens déçus deviendront fouriéristes, et l'idée que l'individu et le couple est sans doute une idée qui vient de Fourier au départ. Il y a, alors je ne sais plus quel fouriériste qui raconte une confession qui s'appelle « J'ai été saint-simonien », et donc il raconte qu'il a été au dernier moment récupéré pour aller faire partie des 40 à Ménilmontant, et il raconte que il sentait que ça n'allait pas, parce qu'à Ménilmontant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se resserrent sur eux-mêmes, ils vivent la vie des ouvriers en faisant quoi? En construisant un temple en gazon avec du terrassement pour faire un temple. Ils l'ouvrent régulièrement. Parfois, il y a plus de 10 000 personnes, dit-on, qui entrent dans Paris pour venir les voir. Et puis, le soir, le collège, mais uniquement le collège, donc les autres s'ennuient. En plus, ils n'ont pas le droit aux femmes. Il y en a un qui se fait virer parce qu'il avait ramené une copine. Enfin, c'est pas possible. Et donc, ils vivent comme des moines, quoi. Et je sais plus ce que je vous disais à ce moment-là. Donc le collège, en même temps, ils écrivent le livre nouveau, qui est une sorte de nouvelle Bible, qui est très beau, où ils disent des choses assez étonnantes. En tout cas, l'idée, c'est de faire un nouveau livre qui sera peut-être une révélation, peut-être pas. Et puis, parce qu'une révélation, normalement, ne peut pas être collective, en tout cas, c'est ce qu'ils disaient au départ, quand ils ont voulu faire du livre de Saint-Simon une révélation. Et puis donc là, dans J'ai été saint-simonien, il raconte qu'effectivement, il voit bien que ça marche pas, quoi. Il est pas dans le collège, ça l'intéresse pas tellement. Et puis il va dans une chambre, et puis là, il trouve un livre qu'il ouvre, et puis arrive de Fourier, pardon, qu'il ouvre, et arrive je ne sais plus qui, Bazard, je crois, non, ça ne doit pas être Bazard, arrive quelqu'un qui lui dit mais de toute façon ça n'a pas d'intérêt, c'est pas bien, de toute façon on a déjà eu une communication qui a été faite sur le sujet, on a eu un résumé qui nous a été fait, on voit bien qu'il n'a pas compris, puis il lui explique que ça va pas, puis lui il dit mais non, mais c'est une information de deuxième main, il n'y a pas de vraie lecture, etc. Donc ça avait été étudié, si on le prend de côté positif, ça avait été étudié par au moins les chefs du saint-simonisme. Oui, je voulais simplement dire que du point de vue de l'histoire stricte de la franc-maçonnerie, qui est la perspective qui me sollicite principalement, je trouve que cet exposé, cette communication a un double intérêt. Premièrement, c'est de rappeler que les premières incursions de la politique dans la franc-maçonnerie française sont bien antérieures à ce que très souvent l'on dit, c'est-à-dire la politisation de la franc-maçonnerie française, qui va être la grande affaire de son histoire au XIXe siècle. Ça commence avec la Révolution de 1948, ça s'aggrave sous le début du Second Empire, etc. En fait, dès les années 1820, il y a déjà des manifestations, même si ça reste, comme l'histoire qu'on vient de nous raconter, très atypique et très marginal dans le contexte maçonnique du temps, parce qu'à ce moment-là, dans la maçonnerie française, il y a quand même essentiellement des bons bourgeois qui sont avant tout préoccupés d'ordre public et de sécurité du commerce. Mais il faut quand même, ça a l'intérêt de rappeler que les premières incursions commencent à cette époque-là. Mais surtout, le deuxième intérêt, qui à mon avis est plus important encore, c'est que ça illustre comment la franc-maçonnerie française a subi justement cette transformation politique qui était quasiment complète dans la deuxième partie du siècle. C'est ce que moi j'appelle un phénomène de Bernard l'Ermite. Donc vous savez, ces petits crustacés de mer qui n'ont pas de coquille propre et qui vont se mettre dans la coquille vide d'un autre crustacé. On voit qu'à chaque fois que des incursions politiques, des manifestations politiques, et elles vont, à mesure du temps, devenir de plus en plus importantes, se sont produites dans la franc-maçonnerie française au XIXe siècle. L'élément premier, c'est que ça vient de l'extérieur
et que c'est généralement une société extérieure, philosophique ou politique, dont certains membres vont vers la franc-maçonnerie pour prolonger leur action. Alors, c'est illustré dans ce qu'on vient de voir là, mais le fouriérisme, ça va marcher de la même manière, et ça débouche, c'est-à-dire que ces gens-là se disent, notre société philosophique, notre société politique, elle n'a pas les moyens d'aller très loin dans la France de l'époque. Et puis, la police va lui tomber dessus. Et alors, la solution, c'est d'aller dans des loges, où d'ailleurs, on va un peu se méfier d'eux. Les institutions maçonniques vont se demander qui sont ces gens-là. Mais ce qui est très frappant, c'est que, comme on le sait, la police, comme elle le fait depuis 1737, la police infiltre les loges, regarde ce qui s'y passe. Et moi, ce qui, d'un point de vue d'historien de la franc-maçonnerie, m'a toujours profondément étonné, c'est la passivité absolue des pouvoirs publics au XIXe siècle. À chaque fois qu'il y a des incursions politiques dans les loges, on s'émeut, le préfet est prévenu, parfois le ministre reçoit une note, on s'agite un peu, et puis finalement il ne se passe quasiment rien. Alors qu'ils avaient le pouvoir de tout dissoudre dans la minute. Il faudra attendre très tard, au moment de la Révolution de 1848, pour qu'une fois on dissolve une obédience. Ce que je veux simplement dire, c'est que ces sociétés politiques qui finalement ont gagné la partie dans la deuxième moitié du XIXe siècle, en infiltrant les loges, ont trouvé un maillage de cellules répandues sur l'ensemble du pays et qui bénéficiaient de la part des pouvoirs publics d'une image, je ne sais pas comment dire, de respectabilité, ou en tout cas d'une institution à laquelle il ne fallait pas trop toucher. Il y avait plus d'inconvénients. Il y a une lettre de Pontalis à l'empereur en 1811 qui dit ça très bien. Hein. C'est, vous avez préféré les honorer plutôt que de les interdire parce que, bon, voilà, le génie de votre majesté a compris que... Et justement, c'est de cette faille, alors du point de vue simplement de l'ordre public, hein, c'est de cette faille qu'ont profité ces structures qui, à différents moments, se sont infiltrées dans les loges. Et puis, évidemment, une fois que le loup a été, si j'ose dire, ou le renard dans le poulailler, ou le loup dans la bergerie, évidemment, après, c'est la maçonnerie elle-même qui connaît en France cette évolution. Mais je veux dire qu'il y a vraiment un mécanisme historique qu'il faut documenter, parce qu'on se contente d'idées générales, mais on n'explique pas pourquoi et comment, dans le détail, il y a eu cette transformation surprenante qui, à la fin du siècle, est vraiment massive de la franc-maçonnerie française en une machine politique. Et je pense que l'étude de cas, comme ça, l'étude de cas est intéressante pour essayer de comprendre comment ça peut se passer. Si je peux dire juste un mot, parce que je repense à la question de Pierre à laquelle je n'ai pas répondu complètement. Oui, privé de couper la chic. Le Archive nationale numéro 7, effectivement, et puis aussi le fonds du Grand Orient, enfin la BNF, qui a été d'ailleurs répertorié par une note où il y a des rapports, non pas du préfet cette fois, mais des rapports de la loge, et l'ensemble a été décrit par Bossu. C'est pas dans le fichier Bossu, mais c'est à la Bibliothèque nationale de France. On a le facsimilé de la retranscription globale par Bossu. Voilà. Et puis aussi, évidemment, le dossier, le F7 des Archives nationales, c'est difficile de ne pas s'y perdre parce que c'est tellement rigolo, toutes ces sociétés délirantes qu'on y trouve. Ça fait penser qu'il y a aussi le cas du rite de Misraïm, qui lui aussi va être un rite particulier et qui va être très politisé, qui lui va attirer un peu davantage les foudres de l'administration. Cela dit, ils se servent très clairement, donc dans le fond F7 on voit ça aux archives, ils se servent très clairement des loges, et notamment de la loge des Amis de la Vérité, comme d'un moyen pour répertorier les personnes présentes, d'assister au passage sous le bandeau, si on peut appeler ça comme ça, quand ils peuvent, de répertorier les noms. Par exemple, on raconte un passage sous le bandeau à deux moments, deux frères qui ont été nommés, et enfin qui ont été
initiés et qu'on conserve pour les surveiller, mais surtout 2 qui ont été refusés parce que la loge les trouvait excessifs, parce qu'aux questions « qu'est-ce que vous devez à la patrie ?» ils répondent rien, et on leur demande « qu'est-ce que vous devez à votre famille ?» et ils répondent rien, et on disait « si votre père est contre, ou vos enfants étaient contre les idées que vous voulez professer, est-ce que vous les tueriez ?» Et ils répondent « bien sûr ». Et donc, la loge n'en veut pas, mais alors la préfecture... Et il y a plusieurs rapports qui disent qu'il faut quand même les surveiller et que finalement, c'est un lieu d'observatoire assez intéressant. On ne peut pas dire qu'ils ne font rien. De même qu'on se plaint qu'aux Amis de la Vérité, à un moment donné, ils vendent des livres anti-napoléoniens qui ont été interdits et on cherche à épuiser l'origine de ces livres pour que ça ne devienne pas un lieu souvent de transmission de documents interdits. Donc c'est quand même un lieu d'observation qu'il faut aussi conserver, pas uniquement parce qu'il y a des grands noms dans la maçonnerie. On a le temps. Non, on n'a pas le jusqu'à... temps parce que ça finit à... Alors, pour prolonger ce que Mais il dit... n'y a plus de conférences après, ici. Pour étonner nos amis, pour prolonger ce que dit Roger, il y a un cas qui est extrêmement documenté, c'est pour les fourriéristes, puisqu'on a la correspondance de Victor Considérant au moment où il va rentrer dans la loge de Metz, où il est étudiant à Metz, à l'école d'artillerie, et il dit « Je vais rentrer dans la loge maçonnique parce que j'ai compris par des rencontres, par des amis, qu'il serait très sensible à nos idées. » Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certainement un Bernard l'Ermite, mais le Bernard l'Ermite n'a pas été par hasard dans sa coquille. Et ce qu'il faut dire, c'est que depuis 1815, à partir de 1815, la société française se sépare en 2 ailes. Une aile conservatrice, souvent monarchiste et liée à l'Église catholique, et une aile libérale, progressiste, voire démocrate socialiste, et que finalement, eh bien, ce fossé entre ces deux parties de la société française, et la maçonnerie à partir de 1815, elle est clairement du côté libéral. Et donc, ce sont certes des bourgeois soucieux de l'ordre, etc., mais si on peut dire, ce sont des bobos dès 1815. Et donc, effectivement, Considérant a raison, parce que ça va très bien marcher. Et donc, certes, il y a eu une tentative d'entrisme, mais dans un contexte où, à juste titre, les révolutionnaires penseraient que les loges leur seraient favorables. Alors, un dernier point de ces itinéraires dans le siècle qui sont absolument fascinants, c'est celui de Massol. Massol, il commence comme Saint-Simonien. Il est l'ami de Proudhon, dont il va être l'exécuteur testamentaire, et il va être un des grands dignitaires du Grand Orient et un des artisans de son évolution au début de la Troisième République. Donc c'est traversé dans le siècle où finalement ça peut rappeler quelque chose aux gens de notre génération. Ils commencent révolutionnaires, utopistes, et ils finissent notables de la Troisième République. On pourrait donner des noms. Mais moi je trouve plus sympathique ceux du 19e siècle, parce que c'est vrai que ces Saint-Simoniens, ces fourriéristes, c'était quand même extraordinaire. Et en fait, les racines profondes du parti radical, c'est ça finalement. Et ils y ont été fidèles d'ailleurs, parce que quand il y a eu les premières grandes controverses entre les radicaux et les socialistes, les radicaux se sont revendiqués justement du socialisme utopique, alors que les socialistes revendiquaient du marxisme. Et alors, Victor Considérant n'a pas été Saint-Simonien très longtemps. Non, mais fourriériste en revanche. Tu vas manger. Des autres questions, commentaires? Quelqu'un d'autre? Non? Alors,